Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, la chronique. Une émission dédiée à la relation France-Maroc et aussi à la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud, mais aussi aux acteurs qui travaillent pour la stabilité, pour la vie. Et nous sommes heureux de recevoir parmi nous une femme qui donne la vie autant que femme, parce qu'il est avec nous, malgré sa grossesse qui a pris encore quelques jours avant l'accouchement, Inch'Allah, bientôt, et qui a accepté d'intervenir avec nous dans une émission dédiée à le deuxième volet de la vie, n'est que l'eau. C'est une femme aussi qui travaille pour donner la vie, pour permettre aussi à des gens d'avoir la vie en eau dans des zones arides, dans des zones inaccessibles et le courage d'une femme. Nous sommes heureux de recevoir parmi nous ce jour Ariane Kurtli. Bonjour madame. Salam alaikum. Merci beaucoup Abdelatif. Wa alaikum salam. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et bienvenue aussi à l'association Aman Iman. Et quand on parle de Aman Iman, on parle déjà Amazir. Iman, Aman, donc l'Aman c'est l'eau. Oui, Aman ça veut dire l'eau et Iman ça veut dire la vie en tamashek, la langue des Touaregs. Donc il y a un métissage entre la langue amazigh et la langue des Touaregs, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Et ça c'est tout un symbole. C'est tout un symbole de la relation entre les Touaregs et les Amazirs qui se trouvent déjà dans les pays du Maghreb et notamment au Maroc. Ils sont effectivement tous frères et sœurs, c'est la même famille, entre les Touaregs du Niger, là où je travaille, et les Berbères du Maroc, effectivement. Effectivement, on parle de l'eau et on parle de l'eau sous une canicule qui touche un petit peu le monde entier, et notamment ici en France et en Afrique. Cette canicule, pour nous, c'est exceptionnel, mais par contre, dans d'autres pays, c'est une canicule perpétuelle et qui cause beaucoup de dégâts. Et c'est pour cette raison que nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, que nous sommes heureux de parler avec une femme combattante, une femme qui a fait le choix pour donner la vie à travers ses actions, à travers les actions courageuses de l'ONG Aman Iman. Dans un premier temps, pour nos auditeurs et auditrices, chère Ariane, s'il y a matière de nous donner un petit aperçu, une présentation succincte, si c'est possible, sur cette ONG, sa notoriété et les axes de travail sur lesquels il opère. Tout à fait. Bon, tout d'abord, je veux remercier aussi l'émission Arc-en-ciel de m'accueillir sur votre antenne. Je suis très très heureuse de parler avec vous aujourd'hui. Et je veux aussi dire bonjour à tous les auditeurs. Merci. Donc pour vous expliquer un peu, je suis donc la fondatrice et la directrice exécutive de l'ONG Aman Iman. Et comme vous avez dit, ça veut dire l'eau, c'est la vie. Et donc, à la base, nous travaillons sur deux axes. Tout d'abord, nous œuvrons pour les populations africaines les plus vulnérables, donc les populations un peu démarginalisées qui ne reçoivent d'aide de personne d'autre. Et donc, nous créons ce qu'on appelle des oasis de vie à partir d'un forage profond, s'il faut. Et à partir de ce forage d'eau, autour du point d'eau, nous menons d'autres actions telles que la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, les opportunités économiques, le droit de la femme
et on travaille beaucoup aussi avec la jeunesse. Et le deuxième axe, c'est que nous travaillons avec la jeunesse mondialement, y compris dans les zones où on travaille, et en Occident, pour améliorer les connaissances nord-sud et créer des vrais liens d'amitié, et créer des futurs leaders ouverts au monde, à aider le monde, qui ont la compassion pour l'autrui. Voilà nos deux axes. Eh ben écoute, donc il y a quoi échanger avec vous, Ariane, parce que là on parle d'un aspect quand même structure industrielle, hein, donc on parle pas d'une ONG tout court, parce que là on parle de forage de profondeur, ça nécessite beaucoup de moyens. Pouvez-vous nous donner quelques éléments techniques si c'est possible et des exemples qui ont été réussis dans des zones où vous avez opéré, et après on passera à la deuxième volet qui la stabilité et le vivre ensemble entre le nord et le sud. Tout à fait. Donc effectivement, on travaille dans une zone, donc comme j'ai dit, là pour l'instant, on travaille surtout au Niger, et on travaille dans une zone où l'eau se trouve à 600 mètres, voire 3000 mètres de profondeur. Donc on fait de l'infrastructure, des forages d'eau qui sont vraiment c'est pas que un puits ouvert, c'est des vraies infrastructures avec, après donc on fore le forage pour accéder à l'eau, aux aquifères qui sont durables, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et l'eau remonte à un château d'eau qui après est distribué avec un réseau d'eau à des bancs de fontaines et à des abreuvoirs pour les animaux. Et donc si j'ai bien compris, donc il y a une procédure industrielle, et ça nécessite un certain nombre quand même de fonds. Donc c'est une structure qui est fondée sur des dons, sur des aides internationales. Quels sont vos partenaires d'une manière un peu plus claire? D'accord. Donc effectivement, un forage comme ça coûte très cher. Un forage comme ça coûte environ, je vais parler en euros, 160 000 euros, on va dire. D'accord. Et donc on travaille surtout maintenant avec des fondations qui nous financent. Mais nous avons travaillé aussi beaucoup avec des individus et aussi avec des écoles à travers le monde. Comme je vous ai dit, on travaille beaucoup avec la jeunesse, donc on a plus de 150 écoles dans le monde entier qui aident à financer notre travail. Et on a beaucoup travaillé avec le Maroc. Par exemple, la RAM, la Royal Air Maroc, était un sponsor pendant très longtemps pour sponsoriser nos voyages au Niger, etc. Et donc on a pas mal de partenaires au Maroc aussi qui nous aident à financer notre travail. Voilà. Comme on dit un proverbe marocain, donc c'est bien que la RAM sponsorise des voyages au Niger pour aider l'association par rapport à son travail qui honore l'humanité. Mais aussi, je pense, il est temps que la RAM finance des éventuelles opérations que nous le souhaitons pour le Maroc par l'intermédiaire de Amaniman. Inch'Allah, c'est ce que nous souhaiterons. Pour l'instant, comme j'ai dit, on n'est qu'au Niger, mais on aimerait s'étendre à aider beaucoup de populations partout en Afrique. Et donc, ça serait avec grand plaisir pour nous de venir au Maroc et travailler pour les populations du Maroc. Je suis dans mon cœur, j'ai beaucoup d'amour pour le Maroc, ma famille a beaucoup justement, c'est là où je veux en venir, hein, donc parce que je souhaite simplement pourquoi cet amour de l'Afrique et pourquoi cet amour du Maroc. Il n'est pas tombé du haut. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, y compris au Maroc. Mes parents vivaient au Maroc longtemps, bien avant ma naissance. Et après, ils étaient photojournalistes pour National Geographic et Geo Magazine et d'autres grands magazines. Et grâce à ça, on a beaucoup vécu un peu partout au Maroc et puis aussi au Niger et un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Et grâce à ça, je me sens africaine et dans tous les sens, et pour moi j'étais obligée de retourner aider les personnes qui m'ont élevée, qui m'ont tant donné petite,
et qui ont besoin malgré tout de beaucoup de choses aussi. Donc je voulais rendre à ces populations. C'est pour ça que ça me ferait grand plaisir d'avoir l'opportunité de retourner et travailler au Maroc aussi. Ben, vous savez ce qu'on dit sur votre papa, hein, donc c'est l'Américain le plus marocain des Américains. Ariane, une question technique sur le travail que vous faites, parce que c'est un travail quand même formidable. Et puisqu'on parle du Maroc, on sait pertinemment que le Maroc aussi, c'est un pays qui a fait beaucoup un choix politique depuis un certain temps, depuis l'époque de Hassan II, c'est la politique des barrages d'eau. Y a-t-il une complémentarité entre ce que vous faites et par rapport à cette politique qui a été initiée par le roi Hassan II sur le forage d'eau, et aussi par rapport à ce qui est en train de se faire avec l'ère de Mohamed VI, avec les différentes ministères qui ont vu le jour. Hein. Maintenant, il y a un ministère dédié à l'eau, un ministère dédié à l'environnement, et vous travaillez aussi dans les changements climatiques. Moi, je pense qu'il y a matière de développer, d'échanger avec des personnes dans ce domaine, pour éventuellement proposer un savoir-faire international aussi, qui ne peut être que bénéfique puisqu'il y a de l'âme et du cœur dans ces travaux. Tout à fait. Bon, je voudrais en revenir à une chose que vous avez dit. Déjà, les populations qu'on soutient, c'est des populations qui souffrent peut-être autant, voire plus que toute autre population dans ce monde du changement climatique. C'est des populations qui, il y a 15-20 ans, ils vivaient très bien de l'eau de pluie, des mares qui se formaient grâce à l'eau de pluie. Bon, après, on va dire que l'eau n'était pas potable, mais il y avait quand même de l'eau. C'était une des zones de pâturage les plus abondantes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc il pleuvait 5 mois de l'année. Et là maintenant la pluie a diminué jusqu'à il pleut même pas un mois de l'année. Et je pense que vous aussi, et enfin au Maroc on souffre de ce changement climatique aussi. Mais donc du coup, vu qu'il y a plus de mares qui se forment ou très peu, et l'eau est si profonde, il meurt littéralement de soif. Donc on va dire qu'il y a un enfant sur 2 qui meurt avant l'âge de 5 ans. Et de ces enfants qui meurent, un quart vont mourir à cause du problème d'eau, ou parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire du tout, donc de déshydratation, ou parce que l'eau qu'ils ont est pas potable. Donc maintenant, pour en revenir à votre question, le Maroc est un grand leader en Afrique par rapport à tout ce qui est les technologies écologiques, renouvelables, et y compris prendre conscience par rapport au changement climatique. Votre ministre de l'Environnement, Hakima El Haït, a vraiment dit qu'il faut vraiment changer les technologies pour qu'ils deviennent beaucoup plus compatibles avec tout ce qui est écologique et environnement. Et bon, nous pour l'instant on fait des forages d'eau qui jusqu'à présent n'étaient pas très compatibles avec le solaire, on va dire. Mais là on fait des recherches pour rendre nos fourrages solaires. Et je sais qu'il y a des on va essayer de chercher des partenaires au Maroc. On est en lien avec des personnes qui travaillent beaucoup sur le solaire au Maroc et qui pourraient transférer la technologie au Niger et vice versa. Donc on travaille sur cette question beaucoup parce que bien sûr on veut être le plus écologique possible. Parfait. Pour aider une population qui souffre, qui n'est peut-être pas la cause du changement climatique mondial, mais qui en souffre le plus. Parfait. Voilà. Je vais essayer de marquer une petite pause musicale qui va certainement vous rappeler votre venir au Maroc, à Bahage. En attendant qu'on passe à la deuxième partie de cet échange. Restez en ligne avec nous. Merci. Merci. Restez.
De retour au studio, Ariane, j'espère que cette pause musicale andalouse Shams al-Asiya de Poche Daube vous a fait plaisir et ça vous rappelle un petit peu un souvenir d'un pays que vous adorez et votre famille adore. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors récemment, puisque aussi il faut bien le signaler, hein, donc Ariane, c'est une américaine qui a participé dans une grande manifestation à l'échelle internationale, que nous souhaitons un jour, on peut la voir chez nous, hein, au Maroc et même ailleurs, la manifestation dédiée à la journée de l'eau aux États-Unis. Vous étiez une personne très sollicitée d'après mes sources et en même temps beaucoup de monde et beaucoup d'interviews en anglais, mais fort heureusement c'est la première intervention d'après ce que j'ai bien compris en français et en France, et c'est Arc-en-Ciel qui a le bénéfice d'avoir cette notoriété. Je ne viens pas de nous parler un petit peu de cette journée et de quoi et sa philosophie réelle comme message à passer à l'humanité en matière de l'eau. Tout à fait. Donc la journée mondiale de l'eau, qui a commencé il y a 22 ans, hein, je ne sais plus quelle année exactement, mais tous les années il y a un thème. Et le thème de cette année, c'était l'eau et le développement durable. Et je trouvais que c'était très pertinent, non seulement au niveau global, mais par rapport à notre travail avec Amaniman, c'est que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas souhaiter faire du développement durable. Donc, grâce à l'eau, ça donne la vie, ça donne possibilité à l'équitabilité, ça donne la possibilité à l'industrie, ça donne la possibilité à réduire la pauvreté. Enfin, grâce à l'eau, tout est possible. Et donc pour nous, c'était très pertinent par rapport à notre travail, parce que comme je vous ai dit, nous on commence avec l'eau, mais on continue dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'équitabilité entre hommes-femmes, etc. Et justement sur ces volets-là qui sont fort intéressants, à côté de l'eau, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est d'actualité. Comment vous procédez réellement sur ces domaines, notamment sur l'égalité femmes-hommes? Y a-t-il des exemples réels que vous avez faits, ou bien comment vous procédez, c'est-à-dire sur le plan pratique? Sur le plan pratique. Bon, tout d'abord, même au niveau du forage, le forage, il est assuré par une comité de gestion, parce que vu que c'est une grande infrastructure, il faut que la communauté prenne charge et s'en occupe. Et nous, on fait en sorte que la majorité des personnes sur le comité de gestion soient des femmes, parce que bon, c'est un peu une politique des ONG de toute façon, mais la femme quand quelque chose est assuré par une femme, souvent l'argent est mieux géré, etc. Donc, mais ça permet aussi un apprentissage aux femmes dans le domaine de la gestion, et ça les responsabilise, ça leur donne un certain pouvoir, un certain respect aussi, vu qu'elles sont en charge de cette grande structure qui est. Il y a quelqu'un dans une de nos communautés qui ont dit, parce que nos communautés sont musulmanes, donc ils disent d'abord on prie à Allah, et deuxièmement notre forage c'est la deuxième chose la plus importante, quoi. Donc donner un rôle tellement important à une femme qui s'occupe d'une chose qui est tellement primordiale dans la vie de ces communautés. Donc ça c'est le premier pas. Après, beaucoup de nos activités sont vraiment par exemple des activités économiques pour les femmes. On travaille beaucoup avec des communautés d'artisans, mais on aide surtout les femmes à faire des coopératives de femmes pour qu'elles aient un meilleur moyen de vendre leur artisanat. On fait aussi des stages pour des apprentissages en matière de couture, pour qu'elles aient d'autres moyens de gagner un peu d'argent, parce que beaucoup de nos femmes, sinon, elles sont obligées de partir en exode et de quitter leur famille. Donc, vous participez à la stabilité de la femme et la responsabiliser aussi, et de la possibilité d'être un acteur réel dans la stabilité de l'économie locale. Bien sûr, tout à fait, exactement. D'accord. Donc ça, c'est quand même un travail qui est une autre paire de manches, comme on dit, hein, qui est de taille et qui accompagne aussi le travail qui est en train de se faire par rapport à l'eau, parce que
aussi, ça draine l'objectif que tout le monde souhaite, c'est la stabilité de ces populations et aussi leur stagnation par rapport à leur territoire. Ça évitera beaucoup de choses, ça évitera bien entendu tout ce qui est en relation avec l'exode rural, ça évitera aussi tout ce qui est en relation avec le passage à d'autres politiques et d'autres philosophies ou idéologies qui n'amènent que de la destruction. Moi, je pense que c'est un travail qui doit être salué à sa juste valeur. Et nous tenons à vous saluer par rapport à ce travail parce que c'est un travail qui mérite d'être signalé. Ma dernière question, j'ai besoin d'un mot de la fin, mais par contre, ce mot de la fin, j'aimerais bien avoir une petite phrase, synthèse. Qu'est-ce qu'elle fait à Maniman, son souhait à l'avenir, le plus proche et le moyen terme aussi? Nous, à Maniman, notre vision, comme j'ai commencé au début de l'émission à le dire, c'est là on travaille dans une zone et on veut s'assurer que cette zone, elle soit bien couverte en eau et dans l'économie, qui devienne autonome et qui soit vraiment, ils aient un avenir. Mais bien sûr, cette zone est quelque part juste un exemple de notre mission d'aider toutes les populations qui n'ont personne, que le gouvernement n'a pas pu atteindre pour X ou Y raison, que d'autres ONG n'ont pas pu aider pour X ou Y raison, et de travailler en long terme pour les populations qui souffrent d'avoir rien, où les enfants meurent pour des raisons qui ne devraient pas mourir, et pour venir et intervenir. Donc, comme j'avais dit, nous serions très contents de venir aider des populations au Maroc qui ont besoin de ce genre d'aide, ou partout en Afrique, aider des populations qui souffrent de choses qu'on peut, où il y a des solutions. Des solutions existent. On est prêt à trouver les solutions pour sauver des vies et donner un meilleur futur aux populations. Voilà notre mission globale. Eh bien, Ariane, je ne peux pas dire plus, comme on dit en arabe, vous connaissez un petit peu l'arabe. Allah yfoukhouhilek ala khair. Bientôt, c'est l'accouchement. J'espère que ça se déroulera de la meilleure façon possible. Vous donnez la vie auprès de chez vous, mais aussi vous donnez la vie à l'étranger et notamment dans les pays dont ils ont besoin. Vous avez exprimé un amour par rapport à votre pays d'adoption, le Maroc, qui vous avez hérité de votre famille. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel et Radio Pluriel est à votre disposition pour en parler encore davantage sur des éventuelles évolutions de l'ONG Aman Iman. Aman Iman, Al-Ma'u Al-Hayat, l'eau c'est la vie. Merci Ariane, et on vous dit à très bientôt et bravo pour tout ce travail, et surtout ça laissera faire penser à pas mal de personnes. On vit dans une période de Ramadan et la canicule, et il y a des gens qui vivent la canicule tous les jours. Tous les jours. Et voilà. Même au Maroc. Justement, c'est partout. C'est ça. Et bon courage, et puis merci beaucoup, et à bientôt à l'émission Arc-en-Ciel. Merci Ariane, et à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.